Salut, c'est Laurie. Bienvenue dans le podcast La fois où t'as su. Dans ce podcast, on parle de nos expériences qui ont pu ou auraient pu changer une situation, notre journée, notre vie. On va parler d'intuition, de ressenti, de petites voix, de médiumnité, de signes, mais pas que. C'est parti! Bonjour à tous. Bienvenue dans l'espace de La fois où t'as su et bienvenue dans ce premier épisode de 2024. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une invitée spéciale pour un épisode spécial. Elle ne va pas, comme les autres invités, nous parler d'une expérience particulière vécue, mais de son expérience de manière globale, de son métier et des accompagnements qu'elle propose. Marion est médium et elle accompagne notamment les enfants qui en auraient besoin à vivre leur médiumnité sereinement. C'est assez drôle, car au moment où j'ai proposé à Marion de participer au podcast, après avoir lu un post sur son Instagram qui m'avait beaucoup touchée, j'étais en train de me connecter fort à mon enfant intérieur, en lien avec un projet artistique en cours, parmi d'autres synchronicités. Ce sujet me touche beaucoup. J'ai moi-même souvent, en tant que petite fille, puis adolescente, été complètement dépassée par tous les ressentis que je pouvais avoir. Je me réveillais en pleine nuit, la chambre pleine de présence autour de mon lit. J'étais complètement terrorisée. Je ne comprenais pas qui étaient ces gens et ce qu'ils me voulaient, ce que je devais faire, comment réagir. J'étais juste terrorisée. Et je pense que cette terreur ressentie des années durant, sans compréhension, n'est pas sans conséquence sur ma manière d'appréhender le phénomène aujourd'hui en tant que femme. J'avais également des prémonitions précises et assez terrifiantes pour une enfant. Je suis quelqu'un qui a besoin d'intellectualiser les choses et j'étais à ce moment-là dans le flot le plus total. Je découvrais que j'étais plus différente que les autres enfants, sans possibilité de compréhension, car personne dans ma famille ne vivait ça. J'ai fait des essais, parfois dangereux, parfois merveilleux, toujours dans l'objectif de comprendre, d'appréhender, de mettre des mots sur ce que je vivais. J'ai la chance d'avoir une maman ouverte et à l'écoute, à qui j'ai pu confier certains ressentis, auprès de qui j'ai pu déposer mes inquiétudes et qui a fait le nécessaire pour que je puisse comprendre. Elle m'a emmené voir quelqu'un qui pouvait poser des mots sur ce que je vivais et qui m'a proposé de couper moi-même mes ressentis, voyant bien que j'étais submergée et étant sans doute limitée dans l'aide qu'elle pouvait m'apporter. Ça m'a rassurée d'avoir la possibilité d'atténuer tout ce qui m'arrivait, et j'ai souhaité le faire. Mes ressentis sont revenus forts quelques années après, j'en avais été avertie, et ils m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Gratitude. J'aurais adoré, enfant, avoir la possibilité d'expérimenter, avoir un enseignement approfondi quant à tous mes ressentis et apprendre moins par moi-même. J'aurais adoré que l'on m'accompagne avec bienveillance et lucidité. Et c'est là que Marion intervient. Je vous laisse écouter ce premier épisode hors série de La fois où t'as su, en compagnie de la merveilleuse et lumineuse Marion. Vous pouvez retrouver Marion sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, mais également sur YouTube, en la cherchant sous les intuitions de Marion. Elle dispose également d'un site internet que vous trouverez sous ce même nom sur Google pour avoir un aperçu détaillé de toutes les merveilles d'accompagnement qu'elle propose. Son Linktree figure également en description de ce podcast. Bonne écoute. Salut Marion, comment vas-tu ? Bonjour Laurie, je vais bien et toi ? Je te remercie, je vais très bien. Merci d'être au micro de La fois où t'as su. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors, bien sûr, je vais faire au mieux. Avant tout, je tiens aussi à dire bonjour à nos auditeurs. Et donc, moi, c'est Marion. Je suis énergéticienne depuis 2019, complètement et uniquement énergéticienne depuis septembre 2020. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment comme cheval de bataille, la médiumnité des enfants. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai proposé de venir participer au podcast. C'était suite à un post où tu parlais justement de la médiumnité des enfants qui m'a beaucoup touchée. Et il y avait eu 2-3 petits signes en amont et tout a convergé pour qu'on fasse ce podcast aujourd'hui. Donc je te remercie vraiment encore une fois. Je te remercie vraiment très fort. J'aimerais quand même rapidement, si tu es d'accord et si ça te convient, qu'on reparle rapidement de qu'est-ce qu'on entend par médiumnité, surtout au niveau des enfants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa définition de qu'est-ce que c'est être médium, qu'il y a beaucoup de clichés, de fausses croyances, etc.
Et j'aimerais simplement rappeler qu'en fait, le médium, c'est celui qui est au milieu et qui, du coup, peut accéder au concret, à la matière, à notre plan très carné, très matériel, et également passer de l'autre côté du voile et donc percevoir, sentir, voir l'invisible, et qu'il y a plusieurs sources et plusieurs possibilités de se connecter à cet invisible, et que donc ici, quand je parle de médiumnité des enfants avec toi aujourd'hui, Laurie, je vais vraiment parler de médiumnité au sens large, et donc bien sûr pouvoir discuter d'enfants qui perçoivent des défunts, comme on peut se l'imaginer très facilement quand on parle de médiumnité, mais aussi d'autres formes de médiumnité, comme l'empathie, qui est la capacité à se connecter à des émotions qui ne nous appartiennent pas, ce qui fait donc part de l'invisible à proprement parler, ou encore de capacité de reliance à des mémoires, à être capable de percevoir certains signes que d'autres ne voient pas. Je vais vraiment parler d'une médiumnité assez large aussi pour les enfants, comme je le fais pour les adultes dans mon métier au quotidien. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un peu les différents types de médiumnité qui existent? Alors la médiumnité, elle est vraiment unique chez chacun. Il y a des grandes cases dans lesquelles on va pouvoir aller se ranger, et je vais les présenter juste après, mais je tiens surtout à rappeler que le lien avec l'invisible, il est très intime. Il est très personnel, puisqu'il y a plusieurs façons de se connecter à l'invisible. On a coutume de parler des 4 canaux principaux de la médiumnité. Il y en a qu'on connaît très bien, comme la clairvoyance, la capacité de voir ce qui se passe dans l'invisible, que ce soit directement avec ses yeux, comme si ça se superposait directement sur ce que l'on voit, par flash, par rêve, etc. Il y a aussi la clairaudience qui est assez connue, la capacité à entendre l'invisible. Donc on va parler d'entendre des voix, mais c'est pas que ça, hein. La clairaudience, ça peut être la capacité à entendre quand on nous ment, quand le discours n'est pas juste, parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Ça peut être des notions d'acouphènes, d'oreilles qui se bouchent, qui se débouchent, etc. Il y a aussi la capacité de la clairsentience, ressentir l'invisible par le biais du corps. C'est à titre personnel mon extrasens le plus dense, le plus fort. C'est-à-dire qu'on va ressentir dans son propre corps les messages de l'invisible, des sensations de chaud, des sensations de froid, des douleurs, des inconforts, ou au contraire des sensations de légèreté, etc. Et puis le dernier, encore moins connu, le canal de la claircognition ou clairconnaissance, où on sait. Ça tombe directement en fait dans notre cerveau, Laurie, dans notre mental. L'information est disponible, on ne sait pas trop comment on sait, mais on sait. C'est cette capacité parfois à se lier très mentalement, par exemple un télépathe, puisque ça fait partie aussi des formes de médiumnité pour moi, va directement deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre en face, savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre en face. Et ce qui vient compléter cette façon de percevoir l'invisible, eh bien, c'est la multitude de sources disponibles dans l'invisible. Tout le monde n'aura pas forcément accès aux mêmes sources dans cet invisible. Alors évidemment, il y a les présences auxquelles on pense en premier, en sachant que c'est beaucoup plus large finalement que juste les défunts. Il y a plein de présences. Alors les positives, on a souvent entendu parler de guides ou d'anges, d'autres un peu moins sympathiques. On va pas forcément le détailler aujourd'hui, c'est pas l'objet. Il y a aussi tout ce qui est mémoire de lieu, mémoire de vies antérieures, mémoire transgénérationnelle, etc., etc. Il y a aussi la capacité à se lier au futur, hein, qui est plutôt connue. C'est la capacité de voyance, de prédiction, où le voyant va se connecter au plan d'espace-temps futur pour informer son consultant. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a les fluctuations énergétiques, les corps énergétiques, les corps émotionnels. Bref, cette médiumnité, c'est la capacité à se lier du coup, par le biais d'un ou plusieurs canaux en fonction des gens, à une ou différentes sources dans l'invisible. Et c'est ce qui fait que chaque médiumnité peut être extrêmement différente. Quelqu'un qui voit les défunts ne va pas vivre la même chose que quelqu'un qui ressent les mémoires dans son corps. Et c'est là que toute la beauté de la médiumnité intime et différente se révèle. Pour en revenir aux enfants, que quand on a un enfant qui nous fait part de choses un peu spécifiques qui peuvent nous médium, ça va être d'aller justement essayer d'aller comprendre comment fonctionne sa médiumnité à lui le plus clairement possible.
Je te remercie Marion, c'est très clair. Et qu'est-ce qui peut nous alerter sur le fait que l'enfant serait en souffrance avec sa médiumnité ? Les canaux de souffrance, enfin les signes qui nous montrent qu'un enfant est en souffrance, c'est les mêmes que pour une autre souffrance. Ça va être une difficulté sociale, ça va être une difficulté de sommeil, ça va être des douleurs, ça va être une irritabilité spécifique. Il n'y a pas en fait de signal prédominant. Tout dépend de comment l'enfant vit les choses, de ce qu'il vit aussi à proprement parler, de ce à quoi il est connecté. Il y a des enfants qui vivent très doucement leur médiumnité et qui n'ont besoin de rien du tout, qui vont jamais en souffrir parce que pour eux, ça fait partie de leur quotidien, de leur réalité et qui vivent ça très bien et qui sont connectés à des sources plutôt sympathiques. Et il y a des enfants où malheureusement, ça va être assez compliqué. Ce qui revient le plus, en tout cas ce pourquoi moi on me consulte le plus lorsque je propose des accompagnements à la médiumnité d'enfants, les papas et les mamans me contactent en général parce qu'il y a des grosses difficultés de sommeil. Ça peut faire vraiment partie des choses qui reviennent le plus souvent. Des terreurs nocturnes, des cauchemars, des impossibilités à dormir seul, des réveils nocturnes, etc. Et ce qui revient aussi beaucoup, c'est les difficultés émotionnelles ou de lien. Pour créer du lien avec les autres enfants autour d'eux, parce qu'ils ont déjà ce lien privilégié avec l'invisible et que parfois, ça peut impacter le lien avec les vivants autour d'eux. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour accompagner ces enfants ? Tu leur donnes des explications ? Comment est-ce que tu procèdes ? Alors là, il s'agit vraiment, quand je parle de cet accompagnement, c'est une prestation que j'ai tenu à monter parce que, forte du constat que c'est quand même gros tabou dans la sphère énergético-spirituelle, magico, tout ça. On parle beaucoup d'énergie, mais pas du tout de ce lien-là avec les enfants. Donc j'ai tenu à monter une prestation spécifique qui s'appelle l'accompagnement des papas et des mamans et de leurs enfants connectés. Au cours de cette séance, je vais vraiment libre champ. Je n'impose absolument rien. L'idée, c'est d'accueillir le ou les parents avec et de leur laisser la possibilité de me raconter ce qui se passe. À partir de là, moi, mon travail, ça va être effectivement parfois et apporter un vocabulaire un peu plus spécifique. Alors évidemment, on a parfois entre praticiens des vocabulaires différents, etc., mais d'essayer d'apporter des clés, de définir justement les canaux qui sont disponibles a priori chez l'enfant, de définir les sources auxquelles ils vont être disponibles dans cette médiumnité. Du coup, parfois, mon travail, ça va être de rassurer, de dire effectivement, là, ce petit garçon, cette petite fille perçoit une présence dans sa chambre, mais il s'agit d'une présence positive qui veille sur lui. Et donc, du coup, on va pouvoir inviter à entrer en lien avec cette présence et ne plus le vivre de façon effrayante. Et puis, parfois, mon travail, ça va être d'aller effectivement confirmer que c'est pas génial et qu'il faudrait peut-être mieux l'enlever. L'idée, c'est de répondre au maximum aux interrogations de la famille qui vient en séance avec moi, de l'enfant qui vient en séance avec moi, et surtout, quand il y a des difficultés de dodo, de sommeil, de concentration, d'apporter des pistes de solutions pour essayer d'apaiser tout ça et que l'enfant vive sa médiumnité le plus sereinement possible. L'objectif de cette séance, c'est toujours que l'enfant vive cette médiumnité le plus sereinement possible. Et quand je parle de l'enfant, évidemment, ça inclut son papa ou sa maman, parce qu'il peut arriver parfois que ce soit le papa ou la maman qui soit très très inquiet, alors que l'enfant le vit très très bien. Donc ça va être vraiment d'apaiser ce lien à cette médiumnité. Parce que parfois, il y a de bonnes raisons d'être inquiet et à ce moment-là, on intervient, on fait ce qu'il faut et comme ça, on peut lâcher ce truc un peu pas très sympathique à vivre. Et puis parfois, il n'y a pas besoin, il faut juste apporter de la rassurance. Je me rends compte en accompagnant les papas, les mamans et les enfants qu'en fait, ce qui fait peur, c'est quand on ne comprend pas ce qui se passe. Mmh. Et que quand on explique les choses, en général, ça va vachement mieux derrière. Ah mais clairement, ce que tu dis là me parle beaucoup. Parce que moi, c'est un peu tout le problème me concernant par rapport à mes ressentis, c'est que j'ai grandi avec beaucoup de perceptions qui ont été pendant longtemps inexpliquées. Et effectivement, même encore aujourd'hui, j'ai peur de certaines choses alors que maintenant je peux poser des mots dessus, mais parce que ça m'a
À une époque, c'était inconnu et ça me faisait très peur de ne pas savoir ce que ça pouvait être. Alors, je le comprends parfaitement, tu te doutes, et je pense que nos auditeurs se doutent également que si c'est un cheval de bataille aussi important pour moi, c'est parce que c'est très en lien avec mon histoire personnelle que je vais tâcher de garder la plus intime possible. Mais j'ai vu et entendu et je côtoie des gens qui aujourd'hui sont adultes, qui ont eu des capacités médiumniques très fortes dans leur enfance, qui l'ont extrêmement mal vécu, pour ne pas dire subi, hein, clairement. C'est pour ça que dans ma pratique au quotidien, je n'emploie jamais le terme de don, comme si c'était facile d'être en lien avec l'invisible, comme si c'était un cadeau et comme si c'était extrêmement élitiste. Moi, je crois que tout le monde peut lier du lien avec l'invisible et que tout le monde a des capacités médiumniques extrasensorielles, que tout le monde peut entrer en lien avec l'invisible et que par contre, c'est pas toujours vécu très facilement, que ça peut être extrêmement effrayant. Donc l'idée, c'est effectivement de sortir de ce tabou qui s'efface un petit peu pour les adultes aujourd'hui parce que c'est très à la mode d'avoir des oracles, d'avoir des cristaux, etc. Mais en même temps, il n'y a pas forcément plus d'explications concrètes que ça à comment vivre sa médiumnité, hein. C'est juste un effet de mode, c'est pas forcément rassurant. Il y a très peu de contenu sur comment je le gère. On cherche à développer le truc de façon extrêmement consumérisme au lieu de comprendre la base du fonctionnement. L'idée, là, moi, aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter des pistes de compréhension pour que ce soit vécu le plus sereinement possible, parce que quand ce sera vécu sereinement avec un enfant, on évitera effectivement que l'enfant le vive mal, qu'il referme ses portes, ses liens avec l'invisible qui peuvent aussi être absolument merveilleux, hein, évidemment. Là, je parle d'accompagnement parce que mon travail, c'est d'éviter que ce soit compliqué. Mais il y a aussi des liens avec l'invisible absolument merveilleux quand on a dépassé ses peurs, etc. Et tu en parles très souvent d'ailleurs ici sur ce podcast, hein, Laurie, donc je te remercie pour ça. Merci. Et lorsqu'on accompagnera les enfants correctement, il n'y aura plus d'adultes bloqués, on n'aura plus non plus d'élitisme, de charlatanisme, parce qu'on sera presque tous en lien avec l'invisible et nos extrasens de façon équilibrée et sereine. Donc évidemment, c'est un travail de fond, hein, ça ne se fera pas en 2 ans. Mais en grandissant avec nos extrasens et en apprenant à ne plus en avoir peur nécessairement, en apprenant à devenir maître de tout ça et à ne plus le subir, par la compréhension notamment, eh bien, on vivra tous ça complètement différemment et je pense qu'on pourra rentrer dans une autre ère de la spiritualité que celle d'aujourd'hui qui ne me convient pas toujours. Effectivement, parce que c'est assez répandu que les enfants sont connectés à ce monde invisible, à cette partie d'eux qu'on peut souvent fermer en tant qu'adulte. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur tout ce monde invisible en quelque sorte pour les enfants. C'est un non-sujet. Clairement, je crois qu'on peut dire que c'est un non-sujet. Personne n'en parle. Tout le monde admet que les enfants voient au travers du voile. En fonction des croyances, il y a des gens qui disent que ça dure jusqu'à 1 an, d'autres espaces où on va dire que ça dure jusqu'à 7 ans, l'âge de raison à peu près. Tout le monde l'admet, même la plupart des gens extrêmement sceptiques vont dire que les enfants sourient aux anges, vont dire que les enfants perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas. C'est vraiment passé dans le discours commun, hein. On passe pas pour un hurluberlu, pardon, je bafouille, à dire que les enfants voient au travers du voile. C'est passé vraiment dans le commun des mortels. Et dans un monde où la spiritualité, on en entend parler partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., on ne parle jamais de ce lien-là avec les enfants. Jamais. On ne le voit nulle part. Quand j'ai cherché des éléments de réponse, parce que dans mon histoire, il y a eu des moments où moi, je cherchais les réponses que j'offre aujourd'hui, j'ai cherché un bouquin, un film, quelque chose, à part Sixième Sens, où le gosse est absolument terrorisé, à part les films hollywoodiens où c'est la petite fille qui provoque les catastrophes parce qu'elle a des capacités extrasensorielles et c'est toujours ultra flippant, il n'y a rien. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de site internet qui parle de médiumnité des enfants. Il n'y a rien. C'est un non-sujet. C'est drôle que tu parles de ces films parce que moi, ça fait partie clairement des choses qui m'ont un peu traumatisée parce qu'effectivement,
je voyais des choses que je ne comprenais pas, où je ressentais des choses que j'arrivais pas à expliquer, ou qu'on ne m'expliquait pas, par manque tout simplement d'informations, bien entendu. Et quand j'ai visionné ces films, je crois que, je sais pas si on parle du même film pour la petite fille, mais moi j'ai un souvenir quand j'avais 12-13 ans d'un film, je me rappelle plus du tout le titre, mais à peu près semblable, et ça m'avait complètement terrorisée, parce que je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais ça peut aller jusqu'où? Est-ce qu'un jour je vais voir, comme dans le sixième sens, je vais voir les morts très clairement, parce que je percevais et toujours d'ailleurs, plutôt des ombres noires ou blanches, et je vois très rarement les détails de ces ombres, comme leur visage par exemple, et ça m'avait fait très peur, parce que je me suis dit, mais si un jour j'en arrive à voir leur visage ou à voir d'autres choses qui pourraient me faire encore plus peur. Et ça m'avait clairement traumatisée. Alors, ça fait partie des sujets que j'ai déjà pu aborder sur mes réseaux sociaux ou autres. Il y a ces clichés de la médiumnité qui sont véhiculés par les films, par les séries, etc. C'est toujours absolument effrayant, même quand le message est plutôt positif. Je pense à la fameuse série Ghost Whisperer qu'on a regardée dans notre adolescence. Je suppose que toi aussi, Laurie, tu l'as vu passer, celle-ci. Tout à fait. Ou même si elle fait de très jolies choses en tant que passeuse d'âme, la présence se manifeste toujours de façon extrêmement virulente, c'est très effrayant, ça fait peur, etc. Il y a que ces images-là de véhiculer aujourd'hui. Bon, après, on prend un film où tout se passe bien et où il n'y a pas du tout d'action. Bon, c'est peut-être très chiant, hein, je sais pas. Toujours est-il que ce versant-là de la médiumnité qui est présenté avec son meilleur copain, le versant du charlatan, qui invente des choses et qui est complètement perché. On ne présente rarement de gens dans leur métier avec quelque chose de bien assis, parce qu'on est dans le domaine des croyances, et évidemment, moi aujourd'hui, je suis pas là pour impliquer ou infliger mes croyances à qui que ce soit. Je les partage quand ça peut être utile. Évidemment, si ça ne plaît pas ou si on n'y croit pas, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais on ne parle jamais de médiumnité bien vécue, de capacités extrasensorielles maîtrisées dans les grands médias. Mmh. Clairement. Et évidemment, pour les papas et les mamans en quête de réponse ou pour les enfants en quête de compréhension, quand on est confronté qu'à des choses effrayantes, ça ne peut que faire peur. Ça ne peut pas faire autrement. Ah, mais exactement. Et à ce propos, je voulais savoir ce que tu penses. Moi, par exemple, je devais avoir 15 ans, je pense. J'étais tellement effrayée par ces phénomènes que je vivais, que ce soit des intuitions, je voyais des âmes, et ça m'effrayait clairement parce que c'était très présent dans ma vie sans pouvoir gérer ni expliquer. Et ma mère qui était désemparée avec ça parce que elle ne ressent pas ce genre de choses-là, elle ne savait pas m'expliquer ça et a cherché à m'aider. Et donc on est allé consulter une femme qui m'avait aidée en fait, elle m'avait reçue dans son cabinet. Je crois qu'elle était énergéticienne aussi. Et elle m'avait expliqué que je pouvais demander à, couper entre guillemets ces sensations pour un petit moment, que ça reviendrait et que je pouvais le faire chez moi si jamais ça me dérangeait trop, que c'était trop présent, que j'avais la possibilité de faire ça. En allumant une petite bougie, en faisant une petite prière, en demandant que ça s'ouvre plus tard, quand je serai plus prête. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette démarche et du fait de couper ces ressentis-là? Alors, je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle, encore une fois, que ça dépend de ce qui est vécu, de comment c'est vécu et du contexte aussi dans lequel c'est vécu. Je sais que notamment certaines familles extrêmement fermées à ça, qui n'y croient pas ou qui ont des grosses frayeurs en lien avec l'invisible, parce que l'histoire familiale fait que ou quoi, eh bien, je peux comprendre qu'on en arrive jusque-là. Personnellement, et vraiment à titre personnel en tant qu'accompagnante, je vais tout essayer pour ne pas arriver jusque-là, c'est-à-dire pour ne pas arriver jusqu'à une fermeture des canaux d'extrasens, de connexion au monde de l'invisible.
Avant ça, je vais essayer de comprendre ce qui se passe et de transmettre cette compréhension, que ce soit en échangeant ou en allant moi-même consulter l'invisible pour comprendre les difficultés de l'enfant. Je vais proposer d'autres pistes de solutions avant. C'est-à-dire que je vais mettre en mots ce qui se passe auprès de l'enfant pour que ce soit le plus clair et le plus compréhensible possible. Et je vais m'attaquer à chacune de ces difficultés avec une piste de solution en face. Évidemment, en fonction des difficultés de l'enfant, ce ne sera pas la même chose. Pour toi qui me dis que tu percevais des âmes et que ça te faisait un peu peur, j'aurais peut-être été regarder ce qu'il y avait autour de toi pour ne garder que les présences positives et t'inviter à pouvoir créer un vrai lien avec ces présences positives qui auraient pu être d'un soutien incroyable tout au long de ton existence. S'il y avait des présences négatives, évidemment, les enlever et t'apprendre à entretenir tes énergies pour éviter d'attirer ce genre de présence auprès de toi. Voire aller plus loin si c'était nécessaire et t'apprendre à directement, toi aussi, te débarrasser de ces choses-là si toutefois tu étais en lien avec. Pour ce qui est de tes ressentis un peu inconfortables, auxquels tu ne sais pas trop encore aujourd'hui, j'ai l'impression à quoi c'est dû, je serais allée chercher à quoi tu étais sensible et pourquoi c'était inconfortable, et voir s'il y avait des espaces où tu étais OK pour les recevoir, et si oui, quand, à quel moment, pour éviter de les percevoir à des moments où tu n'as pas envie de recevoir ce genre d'informations. Je pense notamment au soir. Le soir, on a envie de dormir, quoi. On n'a pas envie d'être en lien avec l'invisible. On est fatigué de sa journée. Et pourtant, c'est ce moment-là où on est le plus disponible aussi pour recevoir des informations de la part de l'invisible parce qu'on n'est pas sollicité par notre vie, la machine à laver, les enfants, le linge, etc. Ou l'école quand on est enfant et les copains et les jeux à la récré. Donc, le soir, c'est un moment où on est en général hyper disponible pour nos ressentis et en même temps, on n'a pas du tout envie de les avoir parce qu'on est fatigué et que c'est l'heure du repos. Donc, il y a la possibilité aussi de dire, non, là, c'est le soir, moi, j'ai pas envie d'être dérangée, je veux pas avoir d'infos là. Là, je veux me reposer, c'est le moment du repos. C'est vraiment tout cet équilibre-là que j'aurais proposé à travailler avant de te proposer de couper les extrasens. C'est ma vision des choses. Peut-être que d'autres personnes ne seront pas du tout d'accord avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui ne s'embêtent pas. Ils coupent le troisième œil de l'enfant, ils le ferment directement, sans même discuter avec l'enfant au préalable, ni vraiment prendre le temps d'échanger avec les papas et les mamans au préalable. Je sais que ça se pratique de sources sûres encore aujourd'hui, puisque j'ai des gens en séance qui me le disent. Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que c'est comme si on avait un petit bobo au foie qu'on pourrait traiter médicalement et qu'on allait enlever le foie directement au lieu d'essayer de passer par une autre approche plus douce et moins invasive de prime abord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le troisième œil, c'est un espace énergétique du corps énergétique et que le squeezer, le fermer, ça a un vrai impact sur l'énergie de l'enfant. Ça a aussi un impact sur son identité propre, notre lien médiumnique, et c'est pour ça que j'ai commencé par exprimer que la médiumnité, elle est en lien avec notre unicité en tant qu'humain. Notre médiumnité, elle est en lien avec notre intime, avec notre être profond, et donc empêcher un enfant de vivre sa médiumnité, ça peut avoir aussi un impact sur la découverte de son identité profonde. Donc moi, je ne fais pas ce genre de choses. Si vraiment c'était trop dur, trop inconfortable, qu'on n'arrivait pas à le gérer, pourquoi pas? Ça m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas? Par contre, pas en première ligne, pas en premier plan de bataille. Non, je ne suis pas d'accord. Et surtout pas sans demander l'avis de l'enfant aussi, parce que ça, j'ai cru comprendre que c'est très problématique. Exactement. Je te remercie énormément, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, qui est revenu tout seul par la suite, qui m'a sauvé la vie, même par moments très clairement, où j'ai eu des informations qui m'ont sauvé la vie et où effectivement ça fait vraiment partie de mon identité, on peut le dire, comme tu l'as dit, parce que je vis avec ça, vraiment. J'aurais bien voulu rencontrer une Marion à l'époque. J'aurais moi-même aimé rencontrer une Marion à l'époque et
Et je te remercie très fort de me le dire. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, hein. Ce message, pour moi, il est super important. Non pas pour forcer les enfants à croire à la même chose que moi, non pas pour imposer des croyances ou des systèmes énergétiques, médiumniques. Enfin bref, je veux pas en faire une fixette, c'est-à-dire que je veux pas qu'on colle une étiquette, mon enfant est médium sur la tête des enfants. C'est pas du tout ce que je recherche. C'est juste d'aller apaiser l'inconfort quand il y en a un et qu'il est dû à une médiumnité, mais au même titre que une maman peut chercher des solutions pour un enfant atypique, un enfant qui a des difficultés de concentration, ben on va essayer de trouver des solutions, on va pas l'attacher à une chaise, quoi. Un enfant qui a du mal avec la discipline et écouter ce que l'adulte lui propose, on va chercher des solutions, on va pas l'attacher à une chaise, on va pas lui couper les jambes pour qu'il arrête de courir partout s'il a du mal à rester calme. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Eh bien, la médiumnité et le lien à l'invisible, c'est la même chose. On va pas couper les jambes pour que l'enfant arrête de courir partout. Donc, on va pas fermer un troisième œil de force et sans consentement pour que l'enfant n'ait plus ces liens-là. On va essayer d'apaiser les choses. C'est une forme d'éducation sans en faire non plus un prosélytisme complet et total. L'accompagnement à la médiumnité des enfants ne s'adresse pas à tous les enfants de la planète. Il y a des enfants qui vivent leur lien très doucement, tellement subtilement que ça passe complètement inaperçu et c'est très bien comme ça. Il y a des enfants qui vivent ça de façon très intime parce que c'est très cool et que ça se passe très bien pour eux et c'est tant mieux. L'accompagnement à la médiumnité, c'est quand il y a besoin d'un accompagnement, donc quand il y a des difficultés et qu'on a besoin d'aide dans ces difficultés-là. C'est tout. Il n'y a pas d'embrigadement dans tout ça. Mhm. Mais il y a une offre de réponse et de compréhension et d'écoute. Ne serait-ce que d'écoute, être accueilli par quelqu'un qui nous écoute quand en tant que papa, en tant que maman, on sait du tout quoi faire, c'est déjà énorme d'être écouté dans le non-jugement et dans la compréhension de ce qui se passe au quotidien au sein d'un foyer avec un enfant qui dort pas, qui tape des terreurs nocturnes incroyables, ça fait déjà un bien fou. Rien que d'être écouté sans jugement. Et évidemment que ça s'adressera pas à tout le monde, ça paraît logique. C'est vraiment précieux, comme tu dis, d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice qui puisse juste écouter et répondre aussi aux questions avec bienveillance et pour les parents puis pour les enfants. Et toi, Marion, tu es une enfant qui a vécu, justement, tu parlais de médiumnité douce. Tu es une enfant qui a vécu cette médiumnité justement plutôt dans la douceur, c'est ça ? Alors moi, mon lien avec l'invisible, il a été extrêmement doux par rapport à ce que je peux fréquenter effectivement aujourd'hui, alors que ce soit des adultes qui me racontent leur enfance ou certains enfants que j'ai pu accompagner. Moi, je me dis que mon lien à la médiumnité enfant, il était juste ultra cool, c'est-à-dire que à 2 ans, j'avais un monsieur dans ma chambre. Je disais à ma maman, mais il est là le monsieur, tu le vois pas. Et évidemment, ma maman ne voyait rien du tout. Et du coup, elle m'a juste demandé s'il était sympa, s'il était gentil. Et j'ai dit oui, oui, il est gentil. Et c'est tout. Ça a duré un certain temps et ça s'est arrêté de comme ça, tout seul. Je ne sais pas trop. Moi, j'en ai aucun souvenir. C'est ma maman qui m'a raconté tout ça. À 5 ans, j'ai fini chez le psy parce que je dessinais des cimetières et que je trouvais ça joli. Bon, voilà, je suis allée chez le psy, j'ai trouvé ça très sympa. Je me posais surtout énormément de questions pour une enfant de 5 ans. Et sur les conseils du médecin qui nous suivait à l'époque, j'ai fait un petit peu de catéchisme, histoire d'avoir des réponses, ou des éléments de réponse en tout cas, sur mes questions extrêmement métaphysiques. Qu'est-ce qu'on devient quand on est mort? Est-ce que Dieu existe? Tout ça, tout ça. Et puis après, j'ai vécu des liens à demander des signes, à pratiquer la bibliomancie depuis que je sais lire, en fait, hein, tout simplement. C'était naturel chez moi. Et puis, vers 11-12 ans, à la découverte du pendule et du tarot de Marseille, que j'ai toujours su utiliser de façon très intuitive. J'ai pas eu besoin qu'on me l'explique. Mon petit point de vue là-dessus, c'est que j'avais sans doute des réminiscences de vies antérieures qui me permettaient d'utiliser tout ça de façon assez fluide et intuitive, finalement. Et puis jusqu'à l'adolescence où j'ai commencé à vraiment tirer les cartes aux copains, proposer de la guidance avec une certaine forme d'éthique et le développement de mon clair ressenti, donc de ma capacité à me lier à l'invisible
par le biais de mon propre corps et en ayant des premiers contacts défunts par technique de chaud-froid. C'est assez particulier à raconter, je vais passer pour une folle internationale, mais je posais les questions et si le froid s'amplifiait, c'est que c'était un oui, si le froid se désamplifiait, réduisait, c'est que c'était un non et je communiquais comme ça avec les défunts autour de moi jusqu'à ressentir les premières douleurs qui ne m'appartenaient pas. Je me rappelle notamment d'une petite anecdote où en cours de sport, je me suis attrapé la cuisse en mode ouh là là, je me suis fait mal, mais je comprenais pas comment je m'étais fait mal, jusqu'à ce que je m'aperçoive que la copine à quelques mètres de moi se tenait la cuisse et qu'en fait c'était pas moi qui avais mal, mais elle, et qu'au moment où j'ai pris conscience de ça, la douleur a tout simplement disparu. Donc j'ai pris conscience au fur et à mesure en fait des choses, tout doucement, ça s'est fait de façon très très naturelle. Je l'ai jamais mal vécu. Et tu parlais de bibliomancie. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Alors la bibliomancie, c'est une des techniques de communication avec l'invisible. On prend un livre, un ouvrage. Alors on évite le livre de cuisine parce que ça risque d'être limité. On se pose une question ou on la pose à l'univers. Tout dépend de nos croyances et de comment on perçoit les choses. On pose la question un peu comme on formulerait une prière, tu vois. Et on ouvre le livre de façon complètement aléatoire. On pose son petit doigt et on lit la réponse pour avoir la réponse à la question que l'on se posait. Ok, super intéressant. C'est une technique de divination, de guidance. J'ai déjà essayé cette technique et en effet, c'est très Tu la surprenant. connaissais pas, cette technique-là? J'ai connu ça il y a pas très Ouais, longtemps. c'est génial. C'est très surprenant, vraiment. C'est assez chouette. Enfin, moi, je l'ai toujours pratiqué, en fait. Je voulais te poser quelques questions maintenant, Marion, notamment par rapport à la protection, au fait de se protéger justement des entités moins jolies qui pourraient nous entourer. Est-ce que tu aurais un conseil pour se protéger, pour que les petits bouts, voilà, si par exemple une entité leur fait peur, qu'ils puissent se protéger de ça? Alors, en fait, pour moi, lorsqu'on est vraiment en lien avec une médiumnité très très dense, jusqu'à se rendre compte qu'il y a des présences un peu négatives autour de nous, il y a une forme de responsabilité sur l'entretien de ses propres énergies. C'est-à-dire que c'est comme les virus et les microbes. Si on est propre, si on a une bonne alimentation, si on prend soin de son corps physique de base, on a moins de risque de tomber gravement malade au moindre virus qui traîne. D'accord? On a un système immunitaire qui est en bonne forme, donc ça va bien. L'énergétique, c'est parfois un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si on prend soin de base de ces énergies, il y a quand même moins de chances que certaines présences de type énergivore ou négative viennent s'accrocher. Ce sera moins facile pour elles, comme le virus avec le système immunitaire. Après, le premier réflexe, si l'enfant est en lien avec quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas, c'est qu'il se sente évidemment le droit d'affirmer que c'est pas OK pour lui. C'est-à-dire que moi, je vais tout de suite inviter à l'enfant à dire je ne veux pas te voir, je n'ai pas envie d'être en lien avec toi, je ne veux pas que tu t'accroches à mes énergies. Bref, en fonction de comment l'enfant est prêt à le verbaliser, parce qu'on verbalise pas les mêmes choses à 3 ans qu'à 11, je vais l'inviter à tout de suite dire non, en fait. S'il y a quelque chose qui te fait peur, tu dis non. Donc ça peut être une forme de prière très très forte. Non, 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 je veux pas, de demander de l'aide, encore une fois en fonction des croyances de chacun, à un Dieu, à la source, à l'univers ou à une présence positive autour de nous, etc. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas que tu viennes m'embêter ou là c'est l'heure de faire dodo, je veux pas être dérangée. Voilà, c'est des choses qui sont assez simples et qui en général fonctionnent plutôt bien. Si vraiment ça ne suffit pas, j'invite surtout pas à attendre en fait que ce soit complètement dramatique et que l'enfant ne dorme plus depuis 15 jours pour aller demander de l'aide auprès d'un médium expérimenté, de quelqu'un qui va pouvoir prendre le relais pour montrer à l'enfant comment on fait pour vraiment s'en débarrasser si toutefois il y avait besoin. Et là, d'entamer une forme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais d'enseignement ou de mentorat pour vraiment expliquer soit à l'enfant si on sent qu'il est prêt avec le parent d'un commun accord, soit parfois les parents, c'est-à-dire que
moi, il m'est déjà arrivé d'accompagner vraiment des parents à la réouverture de leur capacité extrasensorielle pour venir en aide à leur enfant. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et ça, c'était la prochaine question, justement. Donc, je me permets de rebondir par rapport à l'hérédité. Je me suis demandé s'il pouvait y avoir quelque chose d'héréditaire dans le fait de percevoir ce monde invisible. Oui et non. Voilà, comme toujours, il n'y a pas de réponse toute faite. Je suis désolée, hein, c'est vraiment une réponse que je te fais beaucoup Non, je te aujourd'hui, Laurie, mais remercie. c'est tellement C'est très intime bien. et personnel et unique, la médiumnité, qu'il n'y a jamais de réponse toute faite. On a déjà vu, évidemment, une sorte de transgénérationnel concernant le troisième œil, l'espace du troisième œil. Euh, on parle parfois de transmission de dons, notamment. Alors, je le verbaliserai pas du tout comme ça de mon côté, mais effectivement, il y a certains grands-pères qui transmettent des prières de magnétisme à leurs petits-enfants. Il y a certains sourciers qui prennent leurs petits-neveux sous le bras pour les former parce qu'ils ont senti une sensibilité similaire, etc., etc. Il y a aussi des peurs qui peuvent être complètement transmises dans le transgénérationnel. Je vais dire n'importe quoi, mais maman a vécu vraiment l'enfer avec ses capacités extrasensorielles quand elle était petite. Du coup, j'hérite des peurs de maman. Ça, je l'ai vu aussi. Maintenant, on peut aussi avoir un enfant qui ressort avec un potentiel extrasensoriel de dingue, vraiment une médiumnité très très pure, très cristalline et très intense, alors que on est chez les sceptiques, quoi. Et alors là, ça peut être ultra compliqué parce qu'on est obligé de faire sauter, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais on est obligé de faire sauter les verrous des papas, des mamans ultra sceptiques pour aller accompagner l'enfant. Ce qui fait qu'il m'est déjà arrivé d'être contacté par des ados, puisque je suis sur les réseaux, d'être contacté par des ados qui m'appellent dans le dos de leur papa et de leur maman parce que ils n'ont jamais eu d'écoute à ce sujet-là et que là, ils n'en peuvent plus et qu'ils ont besoin d'aide. Voilà. Donc, il n'y a pas d'hérédité prouvée, validée. De toute façon, il n'y a rien de prouvé et de validé dans la médiumnité, et c'est toute la magie du truc, mais il n'y a rien de prouvé et de validé sur l'hérédité. Il y a des profils énergétiques qui peuvent se ressembler dans une même famille, comme ça peut être ultra hétéroclite en fait. Il n'y a vraiment pas de règle. Merci de ta réponse, Marion. Je voulais te demander Je t'en également, prie. par rapport, tu m'avais donné une petite astuce pour le dodo. Est-ce que tu serais d'accord de la partager ici Tu pour le parles sommeil? de la prière des jolis rêves? Exactement. Ouais. Alors, l'idée, c'est que je vais juste mettre en contexte rapidement. J'ai des enfants qui ont des sensibilités assez jolies, que je vais garder intimes et privées. Mais j'ai surtout la particularité, bien que je sois professionnellement active dans la médiumnité et l'énergétique, d'avoir un mari qui ne croit en rien. Parce qu'ici, on accepte les croyances de chacun et donc je vis avec un sceptique qui ne croit ni aux énergies, ni en Dieu, ni aux vies antérieures, enfin rien. Vraiment, concrètement, il ne croit en rien. Donc, lorsque je mets en place des petits rituels de protection ou de nettoyage énergétique à la maison, l'idée, c'est que ça passe le plus inaperçu possible et que ce soit assez doux, assez simple, et parce que je respecte le fait que mon mari ne veut pas que j'impose des croyances à mes enfants. J'ai mes croyances, il a les siennes, enfin du coup il en a pas, mais c'est comme s'il en avait, ça se respecte tout autant. Et du coup je fais toujours très attention à rester sur une forme de neutralité, de repréciser que moi je crois en ça, mais qu'on n'est pas obligé d'y croire, etc. Et donc lorsqu'il a été question de mettre en place un petit rituel du soir afin d'avoir la paix et d'avoir un joli dodo sans être embêté, m'est venue assez naturellement l'idée de la petite prière des jolis rêves. Donc souvent l'enfant de lui-même va joindre ses mains, que ce soit ici à la maison ou auprès des personnes que j'ai pu accompagner et qui mettent en place la même chose. Et c'est tout simplement une demande, mais sans nommer qui que ce soit. On ne nomme pas. Il n'y a pas Dieu, Seigneur ou mes anges ou mes guides. C'est juste, s'il vous plaît, donnez-moi de jolis rêves. Merci. En fait, par la demande de jolis rêves, l'enfant place le sous-entendu de passer une bonne nuit sans rien d'effrayant et d'être uniquement connecté à des choses assez sympas, puisqu'on demande uniquement des jolis rêves. Ça peut assez bien fonctionner pour des enfants qui ont tendance à faire
des rêves de clairvoyance, hein, donc des rêves où vraiment on va aller connecter à des mémoires, à du futur ou à des présences. Ça marche aussi également assez bien avec les enfants qui peuvent avoir une tendance à partir en astral. L'astral, c'est la capacité à voyager avec son corps éthérique, son âme, on appelle ça comme on veut en fonction de ses croyances, dans d'autres plans, hors de notre plan matériel ici et aujourd'hui pour ceux qui y croient. Et donc l'enfant peut aller dans des très très jolis endroits comme dans des endroits un peu plus compliqués avec vraiment des présences qui ne sont pas forcément mal intentionnées mais qui peuvent paraître effrayantes aux yeux de l'enfant. Et donc, l'idée de demander des jolis rêves, c'est qu'on va forcément demander à être, si on part en astral, rester soit sur notre plan d'origine, soit aller dans des espaces plutôt sympathiques et où on ne sera pas confronté à des choses qui peuvent sembler effrayantes. C'est une très jolie manière de demander à pouvoir dormir tranquille et sereinement. Je trouve ça très doux et très mignon. Merci pour ton partage, Marion. Ce qui est chouette avec ce genre de tout petit rituel par la toute petite prière, alors qu'on peut réadapter, hein. Je demande à passer une nuit calme et apaisée, je demande, on s'en fout, enfin chacun met ce qu'il veut dans le je demande, c'est que c'est très simple, c'est ultra abordable même pour des enfants tout petits. À partir du moment où ils savent parler, on peut mettre en place ce genre de petits rituels et ça donne l'habitude de la routine énergétique pour se préserver et pour bien placer le fait qu'on n'est pas corvéable à notre médiumnité, corvéable aux sources qui pourraient nous solliciter dans l'invisible. Donc ça apprend tout doucement à l'enfant à affirmer son lien à la médiumnité sans le subir. Et c'est tout simple et tout doux et très peu chronophage. Ça passe tout seul. Et ça peut être aussi considéré comme pour certains comme un espèce d'effet placebo. Et ça me va très bien. Personnellement, je me fiche de savoir si mes interventions sont placebo ou réellement effectives, puisque je n'aurai jamais la façon de prouver quoi que ce soit. L'essentiel étant que pour l'enfant, il y a une forme d'apaisement qui se met en place de façon toute simple, sans imposer quoi que ce soit, et qui prend très peu de temps. Merci beaucoup, Marion. Je voulais terminer avec une dernière question. Est-ce qu'il est d'autant plus important et nécessaire de nettoyer son lieu de vie quand on a un enfant qui perçoit plus facilement le monde invisible? Si oui, par quel biais? De quelle manière? Je parle de nettoyage énergétique, bien entendu. Pas de réponse toute faite parce que ça va dépendre du lieu dans lequel on évolue au quotidien. Il y a des lieux qui se portent très bien énergétiquement, où il n'y a que des très jolies choses. Et du coup, évidemment, aucun intérêt à faire nettoyer un lieu où il n'y a rien, en fait. Enfin, ce serait comme enlever un foie qui n'a aucun problème de santé. Tu vois, j'ai aucun intérêt à intervenir s'il n'y a pas besoin d'une intervention. Par contre, effectivement, quand on a un enfant qui est particulièrement sensible à l'invisible, s'il y a des petites charges qui se baladent, ça va encore. S'il y a des grosses charges, bon là évidemment, ce sera intéressant de faire intervenir quelqu'un qui est capable de nettoyer le lieu correctement pour que l'enfant retrouve une belle forme de sérénité. Nettoyer un lieu, c'est quelque chose qui est assez particulier. Là, j'en parle aussi en connaissance puisque ça fait partie des prestations que je propose. Ça va dépendre. Il y a des sources négatives sur lesquelles un humain lambda peut intervenir. Et puis, il y a des choses où là, il va peut-être faire valoir intervenir quelqu'un. Donc là, c'est assez délicat pour moi d'apporter une réponse très claire et très tranchée. On peut entretenir son lieu avec... Il n'y a pas une seule façon de nettoyer, il y a plein de façons de nettoyer. Moi, j'ai une copine qui serpille à l'eau bénite dès qu'elle s'installe dans une nouvelle maison. Et pourquoi pas, je trouve ça génial. Il y a des gens qui vont passer des fumigations d'encens, etc. Alors attention au type d'encens qu'on utilise, hein. Il y en a qui ouvrent plus de portes qu'autre chose. Il y en a qui vont utiliser des sons pour nettoyer le lieu. Il y en a qui vont utiliser la prière. Enfin bref, il y a plein de jolies façons d'entretenir un lieu énergétiquement et de nettoyer son lieu énergétiquement. Par contre, je vais surtout mettre la vigilance au fait de parfois être dans l'obligation de demander à quelqu'un d'intervenir pour vraiment le gros nettoyage de printemps et qu'après, vous n'ayez plus que l'entretien régulier à faire des énergies de la maison. Parce qu'effectivement, un enfant très sensible sur un lieu très chargé, voilà, on peut courir à une forme de catastrophe, quoi.
L'inconfort peut être très très important pour l'enfant. D'où le fait que dans l'accompagnement que je propose aux parents et aux enfants connectés, il y a forcément un diagnostic de nettoyage de réaliser pour voir s'il y aurait besoin ou pas de faire nettoyer le lieu pour le confort de l'enfant. Et toi, ça tu fais notamment en distanciel, c'est ça? Ou uniquement Toujours, ouais. D'accord. Toujours à distance. Alors, la raison va peut-être vous surprendre, mais c'est qu'en fait, quand on intervient dans la médiumnité et sur certaines formes de charge, il y a encore tous ces clichés un peu hollywoodiens qui sont présents, hein, et je le comprends très bien. Mais du coup, on s'attend à quelque chose d'extrêmement sensationnel. Et les premières fois, quand je me suis déplacée pour nettoyer des lieux, je me suis rendu compte que les gens mettaient même en doute mon intervention énergétique parce que pour eux, ça ressemblait pas à ce qu'ils avaient vu dans les films. Donc, je préfère rester dans ma pratique et être à l'aise et donc pratiquer plutôt à distance, d'autant que la distance en énergétique ne change jamais rien. Je travaille sur photo, ça marche très très bien et j'ai pas besoin comme ça d'impliquer des frais de déplacement parce que je pense que pour tout le monde, l'essence coûte cher, hein, y a rien à dire là-dessus. Et en plus de ça, il n'y a pas ce petit côté où moi, je sens le consultant presque déçu que j'arrive pas avec mes bougies, mes encens, mes chaudrons et mes musiques bizarres et mes gris-gris ou je ne sais quoi, puisque c'est pas du tout ma façon de pratiquer en nettoyage. Je te remercie énormément, Marion. Est-ce que tu pourrais nous indiquer où et comment te contacter ou te trouver, s'il te plaît? Alors pour me trouver, normalement, c'est assez simple. Il suffit de taper les intuitions de Marion. Je suis présente évidemment moi, sur Google où vous allez pouvoir retrouver le site internet, les avis clients, les coordonnées, etc. Mais aussi sur une belle majorité de réseaux sociaux. Je suis présente toutes les semaines sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, où je partage régulièrement mon cadre de référence, mes compréhensions. Alors, je n'y parle évidemment pas que de médiumnité des enfants, mais il y a aussi des éléments dédiés sur chaque plateforme. Donc, il y a d'ores et déjà une playlist en cours d'étoffage sur YouTube sur la médiumnité des enfants. Et sur Instagram, il y a une petite bulle à la une où vous allez pouvoir retrouver du coup directement les posts en lien avec la médiumnité des enfants, de présenter le plus facilement possible pour que vous puissiez les retrouver de façon simple et rapide, parce que sinon ça peut être chronophage d'aller éplucher l'intégralité des posts que je mets en ligne depuis 2019. Donc commence à y en avoir quelques-uns quand même. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller faire un tour sur tes différents comptes, et notamment sur YouTube, parce que tu as beaucoup de jolies vidéos avec un contenu très intéressant et très bien expliqué, comme on a pu l'entendre dans ce podcast. Merci énormément de ton intervention, Marion. Merci beaucoup d'être venue au micro de la C'est vraiment adorable. Je suis très touchée par tes compliments parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail et que parfois sur les réseaux sociaux, ce travail ne se voit pas en termes de likes, de commentaires, de partages, etc. Donc merci beaucoup. Ce que je partage, c'est un partage de cœur, vraiment. Il n'y a pas d'obligation. Je ne me mets pas la rate au courbouillon. Si j'ai pas envie de poster sur TikTok, je poste pas sur TikTok. Enfin, il n'y a pas de stratégie éditoriale derrière tout ça. Il y a juste vraiment l'élan de partager ce que j'ai compris pour servir à ceux à qui ça peut servir, sans chercher encore une fois à convaincre qui que ce soit de la réalité de l'invisible. Ça, c'est pas ma mission, c'est pas mon travail. Par contre, je te remercie surtout aujourd'hui, Laurie, très, 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 très fort, de me permettre de parler de cette médiumnité des enfants. Et qu'enfin, ce non-sujet devienne peut-être un sujet et que de plus en plus de personnes puissent en parler, partager leur cadre de référence. Je veux pas être la seule à en parler. Je veux pouvoir peut-être lancer quelque chose, une petite bouteille à la mer pour nos enfants et faire en sorte que leur sensibilité devienne ce qu'elle est de base, c'est-à-dire extraordinaire, magique, peut-être pas toujours très compréhensible, mais belle, parce qu'elle peut vraiment l'être et que ça puisse apporter des éléments de réponse. Donc merci vraiment très fort de m'offrir cet espace-là pour en parler.
Eh ben, merci énormément à toi, Marion. C'est vraiment un honneur. Et tu parlais du contenu de tes réseaux. Ça se voit que c'est fait avec le cœur. Moi, j'étais profondément touchée par nombreuses de tes publications. Et on voit que ce que tu le fais vraiment avec le cœur. Et pour tout ce que tu apportes, merci. Merci beaucoup. Et merci d'être venu nous expliquer, nous parler de tout ça au micro de La Fois Audacieux. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te l'ai dit, tout le plaisir est pour moi et c'est vraiment toi que je remercie très fort. C'est mon premier podcast en plus, donc je suis très très touchée de parler de ce sujet-là précisément pour un premier podcast. J'espère que mon petit rhume ne se sera pas entendu. Pas du tout, pas du tout. On a plus entendu le décalage entre nos questions et nos réponses, mais je pense pas que ça dérangera. Mais j'espère que ce sera en tout cas un temps agréable pour toi et les auditeurs derrière. Je te remercie encore très fort pour tout ton travail, Laurie, parce que c'est grâce aussi à des gens qui, comme toi, sur les podcasts, présentent la beauté de l'invisible, qu'on va pouvoir aussi revenir à un lien plus sain à tout ça. Donc je trouve que nos missions se marient très très bien l'une dans l'autre et je te remercie très fort de porter la tienne. Merci de tout cœur, Marion. Je te dis à tout bientôt. À tout bientôt et une belle journée à tous les auditeurs et à toi. À toi aussi, merci Marion. Salut. Pour ne pas rater le prochain épisode de La Fois Audacieux, pense à t'abonner sur ta plateforme préférée. Tu as aussi la possibilité de noter le podcast ou de laisser un commentaire. Ça nous soutient, ça aide le podcast à se faire connaître et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Tu as maintenant aussi la possibilité de partager une histoire intuitive, une histoire de signes, de petites voix, une guidance comme mes invités, mais sans passer par le micro de La Fois Audacieux grâce au WhatsApp du podcast. Envoie-moi ton message vocal avec ton histoire au numéro 0041 76 541 50 60. Elle sera publiée dans un prochain épisode. Pense aussi à suivre La Fois Audacieux sur Instagram et sur Facebook pour être tenu informé des prochains épisodes et profiter d'un contenu visuel complétant le podcast. Allez, ciao et d'ici là tout bon.